Bonsoir à tous, bienvenue à Buonasera Calcio. Encore ce soir 30 minutes de football. Et quel football hein. Parce qu'on sort de 2 jours de match complètement incroyables. Donc voilà, ce soir on va un petit peu débriefer ces quarts de finale aller de la Ligue des Champions, tous ensemble. Et puis on va aussi, moi personnellement, j'avais envie de vous donner mon avis sur l'affaire Galtier. Alors c'est un avis qui n'engage que moi. Mais j'avais envie de le partager parce que je suis là pour ça dans Buonasera Calcio, c'est-à-dire juste donner mon avis et puis en débattre avec vous si jamais il y a besoin d'en débattre. Voilà. Bon, en tous les cas, on va commencer gentiment par les quarts de finale de Ligue des Champions. Et puis, on va les prendre un petit peu dans l'ordre, hein, avec on va commencer par ce je rigole en fait parce que dans les commentaires donc on écrit le PSG c'est mieux que Dallas en vrai. Oui, c'est vrai, c'est clair. Donc voilà, c'est sûr que le PSG, si un jour t'as un creux, si un jour t'as du mal à trouver un sujet de conversation, bon, t'as juste à t'intéresser un petit peu au PSG, et hop, le sujet de conversation débarque directement. Donc oui, absolument, le PSG est une source d'inspiration infinie, c'est fantastique. Je suis au top au Cotonou Joe, et toi, comment tu vas? Pour en revenir, on va commencer par, franchement, je pense, le roi des matchs sur ces 4 matchs de quart de finale aller, c'était Manchester City Real. Manchester City Bayern. J'avais dit que je pense que le vainqueur se situe dans ce match-là. Et si je me souviens bien, j'avais aussi dit que le chaos entre ces deux équipes était très très possible, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Alors, ça a été dans le sens de l'équipe favorite. Je pense que Manchester City était favori de ce choc. Et clairement, ils ont mis un vrai chaos au Bayern. Maintenant, ça, c'est quand on regarde le score. Moi, ce que j'avais envie de vous dire, et voilà ce que j'en pense, c'est que finalement, si on regarde un petit peu la physionomie du match, moi je trouve que le score de 3-0 est vraiment boursouflé. Alors oui, ok, le Bayern n'a pas eu un nombre d'occasions incroyables, mais dans le jeu, je trouve que dans les 70-65% du temps, c'était le Bayern qui était au-dessus de Manchester City. Il y a très très peu d'équipes qui vont se déplacer à Manchester City et jouent de cette façon aussi ambitieuse, offensive et vraiment décomplexée que ce qu'a fait le Bayern. Donc moi de temps en temps, ils ont eu de temps en temps des grosses périodes de domination à Manchester, sur le terrain de Manchester, ce qui est quand même franchement une prouesse technique. Il y a très peu d'équipes qui arrivent à dominer Manchester dans la possession de balle par exemple, ou même dans le jeu, dans la façon dont ils arrivent à déjouer le pressing, etc. Franchement, c'était très 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 fort. Il y a eu par exemple Liverpool qui, alors pas cette année hein, bien sûr, mais les années précédentes ont souvent défait Manchester City, mais pas du tout dans ce style-là en fait. Liverpool c'était un football de contre ultra électrique, etc. Le Bayern, pas du tout, c'était de la maîtrise, ils étaient dans le camp de Manchester City, et ils gardaient la balle dans le camp de Manchester City, et ça franchement faut le faire, hein. Il n'y a pas beaucoup d'équipes au monde qui sont capables de dominer à ce point-là une équipe comme Manchester City. Donc moi j'ai trouvé que finalement, alors pour moi sur l'ensemble du match, Manchester City doit gagner le match, mais 3-0 c'est lourd. C'est lourd parce que finalement c'est dû à une erreur, on va dire, individuelle, dans un sens, hein, parce que je pense que Upamecano explose en vol. Alors on va revenir sur les raisons, parce que moi j'ai mon avis là-dessus et je voudrais vous le donner. Mais Upamecano explose en vol, et puis aussi il y a de l'autre côté, hein, du côté Manchester City, des joueurs qui font des prestations individuelles qui sont incroyables, qui sont vraiment hors normes. C'est-à-dire que Ruben Dias depuis le début de saison est pas mauvais, il est même très bon, mais contre le Bayern, il n'a pas été très bon. Il a été
incroyable. Pour moi, si on me demande quel est le meilleur joueur du match, on peut regarder les étoiles et se dire ah là là, Bernardo Silva a fait un super match parce qu'il a marqué un but. Il a fait un super match, c'est pas le problème. C'est incroyable ce qu'a fait Bernardo Silva aussi. Mais pour moi, le meilleur joueur de ce match-là, c'est Ruben Diaz. C'est pas ni Bernardo Silva, ni Erling Haaland, ni Jack Grealish, ni je sais pas qui est-ce qu'on pourrait mettre, Rodri par exemple. Donc voilà, franchement, le truc c'est que si on regarde bien, par exemple, la frappe de Musiala qui est à peu près 2 minutes avant le but de Rodri, qui est un but qui n'est pas logique, hein, on est bien d'accord. Rodri marquer une frappe du gauche comme ça à l'extérieur de la surface de réparation en pleine lucarne, c'est pas quelque chose. Je pense que s'il la retente 10 fois, il va la rater 8 fois. Donc c'est pas un but tout fait parce que Rodri il est droitier et il arrive à l'entrée de la surface de réparation. Même Kimmich y croit pas vraiment, il monte histoire de monter en se disant de toute façon il est droitier donc il va pas se passer grand chose. Et en fait il te met le but pas de l'année mais un superbe but en pleine lucarne. Donc, tu peux pas vraiment t'attendre à ça. Et puis, 2 minutes avant, il y a cette action complètement folle de Musiala qui la joue un petit peu Mbappé, on va dire. C'est-à-dire qu'il feinte le « je vais enrouler poteau extérieur » et qui finalement ferme son pied et la met premier poteau. Et Ruben Dias qui fait un arrêt de gardien de hand. C'est complètement dingue ce qu'il a fait. Donc voilà. Donc vraiment... Oui, alors un petit tour dans les commentaires et une remarque très très marrante. Bonsoir à tous. Pour moi, le meilleur joueur de City, c'est clairement Upamecano. Oui, effectivement, je suis d'accord. Effectivement, tout à fait. Mais alors après, Upamecano, c'est vrai qu'il a explosé en vol. Et que pour moi, là où il fait une erreur, c'est que dans des situations où tu n'as pas de ligne de passe claire, tu mets une grosse sacoche devant et tu te prends pas la tête. C'est pas parce que Thomas Tuchel te demande de relancer proprement de l'arrière que il faut que tu le fasses. Très clairement, il avait perdu, tout le monde a perdu même. Je me demande s'il y a déjà quelqu'un qui a eu confiance en Yann Sommer au Bayern. Je parle de son jeu au pied, hein, parce que Yann Sommer sur sa ligne, il est très très bon et il fait d'ailleurs un très très bon match. Mais en revanche, son jeu au pied... si vous le comparez à celui de Neuer, c'est une blague. Et si vous le comparez juste à un gardien de 2023, c'est une blague. C'est-à-dire ce qu'on attend d'un gardien de 2023. Donc voilà. Oui, voilà, absolument, tu as tout à fait raison. Forza Juve, quand il fait la passe pour Sommer, il était proche de faire un autogol, c'est clair. Et il fait une passe, il a failli faire une Donnarumma, quasi, hein, et il fait, et ça c'est la première, je sais pas, c'est quoi, c'est la 3e minute de jeu, un truc comme ça, ou la 5e, enfin c'est tout au début du match. Donc voilà, donc c'est vrai que déjà ça décrédibilise un petit peu tout. Ensuite il y a eu la remise de Pavard avec Sommer qui fait on sait pas trop quoi. Enfin bref, il a un jeu au pied vraiment pas terrible, ce qui fait que Upamecano n'a pas envie de lui faire des remises en arrière. Parce qu'il se dit, de toute façon, on va perdre la balle. Et en même temps, Erling Haaland, Jack Grealish et Bernardo Silva font un pressing de fou où ils coupent toutes les passes des 3 défenseurs centraux. Et ce qui fait qu'Upamecano se retrouve un petit peu tout seul, il veut pas dégager, ça c'est son erreur. Mais en même temps, moi il y a aussi pour moi dans l'échec d'Upamecano, en tous les cas la désintégration d'Upamecano, les 2 autres responsables, c'est Kimmich et Goretzka. Kimmich et Goretzka, vous regardez les 2 actions où Upamecano se trouve, même 2 ou 3, parce qu'il en fait 2 ou 3, mais bon, il y a une action où il y a but, mais voilà. En fait, Kimmich et Goretzka sont en train de se balader, je sais pas, accueillir des pâquerettes au milieu du terrain, mais ne lui donnent absolument aucune option de passe. Donc, il se retrouve un petit peu bloqué et il n'a pas le bon réflexe, il essaye de faire un crochet, 2 crochets, et comme il est en train de réfléchir à autre chose en même temps, à se dire comment je vais faire, je la passe pas derrière, je la passe pas devant, toutes les lignes de passe sont coupées, voilà, ça donne ça. Donc voilà, moi Upamecano il a sombré, mais il a pas sombré tout seul. Yann Sommer, Kimmich et Goretzka l'ont grandement aidé parce qu'en fait je pense qu'ils ont pas fait le travail autour de lui pour le rassurer, lui donner des options de passe, etc. etc. Donc voilà, c'est pas pour le dédouaner, mais quand même, je tenais à donner en tous les cas mon avis là-dessus. Maintenant, pour moi, effectivement, le Bayern a été limite supérieur pendant 65-70% du temps dans ce match-là. Alors, a eu peut-être moins d'occasions, ça c'est vrai. Et puis, City a très bien joué les cadeaux offerts par le Bayern, et puis a fait une très grande prestation. Attention, je veux pas minimiser le match de Manchester City, hein. C'était un match superbe. Il y a eu des individualités qui ont fait des prestations complètement stratosphériques, vraiment, même Stones, hein.
Stones fait un match complètement ouf dans ce rôle hybride de défenseur central et au même temps milieu de terrain que lui avait donné Pep Guardiola. Alors il y a la version, comment il s'appelle Marquinhos de Thomas Tuchel que tout le monde décriait, et puis il y a la version Stones de Pep Guardiola, et ben vous voyez que ça donne pas du tout la même chose quand vous avez une animation, on va dire, de jeu complètement différente autour de vous. Donc voilà, vraiment en tous les cas, un match de très très haut niveau pour moi, mais pas une correction. Les gens qui disent Manchester City a mis une correction au Bayern, je suis pas d'accord. Le Bayern a très bien joué, n'a pas été vraiment ni très dangereux ni décisif dans les moments où ils ont eu des occasions. Mais si Musiala marque ce premier but sans cette intervention divine de Ruben Dias, qui en fait plusieurs d'ailleurs au passage, je pense que le match est pas le même. Et je pense que voilà, ça peut donner un match nul. Je pense que le 1-0 aurait été le juste reflet du match que j'ai vu mardi soir. Voilà un petit peu mon analyse de ce match-là. Après, franchement, c'était du plaisir. C'était franchement du plaisir. En même temps, il y avait un autre match. On va passer au deuxième match. On va passer au match Benfica-Inter. Alors Forza Juve qui quand même on fait un petit arrêt avant. Forza Juve qui dit moi je crois à la remontada du Bayern. Bah écoute, franchement j'aimerais beaucoup vraiment. Franchement je préférerais que, enfin si on me demande mon avis de supporter de foot, je préférerais largement que le Bayern aille en finale de Champions parce que le projet Manchester City m'emmerde un petit peu. Enfin je veux dire ils ont pris un club lambda comme si tu prenais Guingamp en France et puis ils en ont fait probablement à l'heure actuelle la plus grande équipe du monde, enfin en tous les cas la meilleure. Donc ouais, c'est pas, enfin pour moi c'est pas, bref, c'est pas terrible. Tu vois, Newcastle a plus d'histoire, je pense, que Manchester City par exemple. Donc voilà, bon, mais ça c'est mis à part. Mais écoute, en tous les cas, si le Bayern fait une remontada, ce sera un des exploits les plus retentissants du football européen de ces 30 ou 40 dernières années. Honnêtement, contre ce Manchester City-là, c'est quand même chaud. C'est pas remonter le Paris Saint-Germain qui n'a jamais vraiment eu une équipe dominante. Ça a toujours été des coups d'éclat. Manchester City, c'est une équipe ultra dominante en Europe à l'heure actuelle. C'est la meilleure et depuis de nombreuses années. Pour l'instant, ils se trouvent en Ligue des Champions à chaque fois, mais des fois, c'est pour des trucs vraiment minimes, comme je me souviens encore du quart ou de la demi-finale contre Tottenham, où c'était complètement dingue ce retour de hors-jeu, enfin bref, qui existait, mais c'était vraiment à des millimètres. Donc voilà. On passe donc à Benfica-Inter, et l'Inter qui a fait vraiment une très très grosse prestation. Alors, le Benfica est en chute libre depuis quelques temps, et j'en parlais avec des amis benfiquistes récemment, qui me disaient, parce que moi je suis pas beaucoup le championnat du Portugal, très honnêtement, il faut être transparent, qui me disaient en fait l'entraîneur du Benfica ne fait jamais tourner. Mais quand je dis jamais, c'est jamais. La plupart du temps même, il ne fait pas de changement lors des matchs, ou très très peu, un changement, ou deux vraiment, parce qu'il y a eu un blessé quoi. Ce qui fait que le jeu flamboyant qu'on a vu en première partie de saison, et même là au retour de la Coupe du Monde pendant les huitièmes de finale, bah en fait il s'est étiolé à cause de vraiment la forme physique des joueurs. Et effectivement, t'as tout à fait raison, Forza Juve, ils ont pris 2 jeunes pour remplacer Enzo Fernandez, il ne les fait jamais jouer, tout à fait, et aussi ils ont perdu Enzo Fernandez, qui était absolument magnifiquement intégré dans ce jeu complètement fou que le Benfica nous a montré en première partie de saison. Donc c'est vraiment probablement la raison pour laquelle le Benfica n'y arrive plus non plus en championnat. Là, il venait de perdre contre Porto, on en avait parlé lundi dans Buonasera Calcio, et c'est vrai que le Benfica a beaucoup de mal, et le niveau de jeu du Benfica a beaucoup de mal. L'Inter était aussi dans un vortex complètement dingue, avec 4 défaites d'affilée, puis ensuite 2 matchs nuls là, qui étaient vraiment peu glorieux. Alors un contre la Juve, donc bon, c'était déjà pas mal, mais l'autre c'était contre la Salernitana,
Et là, l'Inter en Ligue des Champions a su hausser le niveau. Ils ont fait un vrai match de Ligue des Champions. Vraiment énormément d'impact, beaucoup de sérieux défensivement. Barella fait un match XXL. Brozovic aussi, là, il commence à m'inquiéter, lui, parce que ça y est, il revient enfin, après sa très très longue blessure. Il revient enfin à vraiment très haut niveau. Donc voilà, donc c'est vraiment Bastoni a fait un match magnifique et toute la défense a été très très solide. Onana aussi, c'est très très important en Ligue des Champions d'avoir un très bon goal. On en parlera encore pour Real Chelsea ou pour AC Milan Naples, mais c'est vrai qu'avoir un très grand goal dans une compétition comme la Ligue des Champions, mais dans toutes les compétitions, le gardien de but devient déterminant dans le football de haut niveau contemporain. On l'a vu avec Thibaut Courtois l'année dernière. Je pense que si le Real gagne cette Ligue des Champions, on parle que de la finale là, parce que on peut reprendre toute la compétition. Il a fait une compétition complètement dingue. Et c'est vrai que même en finale, il fait 7 ou 8 arrêts décisifs, ce qui n'était encore jamais arrivé dans une finale de Ligue des Champions de toute l'histoire. Donc les gardiens sont déterminants. Et Onana a fait encore une très grande prestation hier, pas hier, avant-hier. Et c'est clair que ajouter à tout ça des joueurs qui reviennent à très haut niveau, qui sont très sérieux. L'Inter commence à être une équipe qui a beaucoup d'expérience en Ligue des Champions, parce que là maintenant ça fait 3, 4, 5 saisons qu'ils sont en Ligue des Champions constamment. Donc franchement, non, un match très très sérieux à l'extérieur, 2-0. Alors les buts à l'extérieur ne comptent plus, mais je pense que ça va être vraiment compliqué de reprendre ces 2 buts de retard pour le Benfica à Giuseppe Meazza, en l'occurrence, pas San Siro, à Giuseppe Meazza. Donc ça va être compliqué. Donc on l'a vu avec Sommer, que j'aime beaucoup, mais un gardien pas bon au pied, tu ne rassures pas ta défense, c'est clair, j'en parlais tout à l'heure sur le match Bayern-Manchester City. Ils sont 5e ou le 4e défenseur. Maintenant, les gardiens, oui, et finalement, dans certains cas, et je prends Mike Maignan par exemple, mais je prends aussi Ederson, qui sont pour moi les 2 gardiens avec peut-être le plus d'impact dans le jeu à l'heure actuelle. Alors, à un moment donné, il y avait aussi Alisson, mais là, ça s'est un petit peu tassé avec la forme de l'équipe. Mais en ce moment, tout de suite, à l'instant T, je pense que Maignan et Ederson sont les joueurs, les gardiens, c'est un lapsus justement, qui ont le plus d'impact dans le jeu de leur équipe, et c'est carrément limite des espèces de meneurs de jeu derrière la défense. Il y avait le meneur de jeu devant la défense, mais là maintenant, en fait, ou même Neuer, parce que Neuer aussi a tout à fait cette capacité-là, c'est même lui qui a un petit peu inventé sous l'égide de Guardiola au Bayern cette espèce de poste de meneur de jeu derrière la défense, qui c'est le premier relanceur, et c'est lui qui va orienter le jeu, et donc la première passe qui va perturber le bloc adverse. Donc voilà, et c'est vrai que c'est des joueurs qui ont maintenant un impact déterminant dans la capacité de leur équipe à déjouer le pressing adverse, parce que maintenant le pressing est tellement haut qu'en fait le gardien ne peut plus être comment dirais-je, désengagé de ce moment de jeu en fait. Si tu veux sortir du pressing, t'es obligé de passer par le gardien, tu peux pas faire autrement. Puis alors maintenant, avec cette règle de je peux jouer dans les 6 mètres lors des 6 mètres, justement, là maintenant, c'est devenu clairement une phase de jeu ultra importante. Tudor à Marseille le dit clairement, Pau Lopez, il le considère réellement comme un défenseur. Ouais, carrément, c'est un défenseur qui a les mains. Donc voilà. Et ce qui est marrant, c'est qu'on revient à l'origine du foot, parce que à l'origine du foot, en fait, donc dans les années... fin du 19e siècle, au début, il n'y avait pas du tout de gardien, puis ensuite, ils ont mis un goal volant. Le goal volant vient de là, c'est-à-dire que tous les joueurs, une fois qu'ils étaient derniers défenseurs, pouvaient, dans la surface de réparation, utiliser les mains. Donc en fait, finalement, maintenant, les gardiens de but modernes et dans le futur, ça va juste être des défenseurs, ou peut-être des milieux de terrain même, qui pourront utiliser les mains aussi. Donc voilà, en tous les cas, c'est vers ça qu'on se dirige. Alors bien sûr, on va pas lui demander de jouer numéro 8, et puis en plus de faire goal, ça c'est clair. Mais c'est un petit peu dans cet esprit-là. Donc voilà. Et grâce à ce très grand gardien, l'Inter a réussi à s'en sortir, et plus qu'à s'en sortir, à faire vraiment un résultat incroyable. Donc ça va être compliqué pour le Benfica.
Passons au match d'hier soir. Hier soir, donc, deux très gros matchs, vraiment. Et ce qui est marrant, c'est que c'est pas celui que tout le monde attendait qui était le plus intéressant. Et vraiment, je dis ça avec toute objectivité. Tout le monde attendait un Real Madrid-Chelsea de feu, en se rappelant l'année dernière avec la remontada du Real au match retour, plus exactement. Donc Chelsea qui bouge sérieusement le Real et qui mène 3-1 très rapidement. Et le Real qui finalement revient et arrive quand même à se qualifier à Bernabéu. Donc tout le monde se disait, franchement, le match à Bernabéu, ça peut être vraiment bon. Connaissant bien sûr le fait que Chelsea est 11e de Première Ligue. Donc voilà. Et ben en fait pas du tout, c'était pas du tout intéressant. Le Real était 3 classes au-dessus, mais vraiment, qu'est-ce que je dis 3 classes 5 classes au-dessus de Chelsea. Ils y sont allés même pas en s'énervant, tout en maîtrise, etc. Chelsea, on sait même pas ce qu'ils ont fait, même quand ils étaient menés 2-0, ils attaquaient pas. Enfin, c'était... je sais pas ce qu'ils attendaient. Franchement, c'était un match indigne de la part de Chelsea, et juste eu quelques occasions, dont un arrêt incroyable de Thibaut Courtois sur Joao Félix. Et ça, c'est déterminant aussi. Parce que je sais plus s'il y a un 1-0 ou s'il y a 0-0 à ce moment-là. Mais c'est un arrêt déterminant. Et avoir un gardien déterminant comme Thibaut Courtois, c'est essentiel dans le football. Et c'est clair que parce que ça casse la dynamique d'une équipe, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dynamique. Et si c'est vous derrière qui marquez, en fait, ça règle le problème, quoi. Donc voilà. Et je pense vraiment que c'est vraiment, il est vraiment... Enfin, le Real est vraiment très très au-dessus de Chelsea. Ça va être très compliqué de revenir pour Chelsea, même à Stamford Bridge. En plus, ils ont recruté un entraîneur, Frank Lampard. Alors, pour terminer la saison, je sais pas ce qu'il pouvait faire. Il joue tout le temps. J'entendais ça il y a pas longtemps là, mais il joue tout le temps en 4-3-3. Et là hier, il décide de jouer en 3-5-2. Voilà, il nous a fait une Laurent Blanc, quoi, un petit peu, en plus, pour son deuxième match, donc voilà, donc c'était pas terrible. Le seul qui a surnagé, côté de Chelsea, c'est Kanté. Oui, et c'est bizarre, parce que bon, Kanté a pas joué pendant 7 mois, quand même. Alors, il a fait un bon match, hein, en championnat, là, le dernier match. Mais c'est vrai que, bon, c'est dommage que ce soit sur lui que ça repose, alors qu'il est en reprise, bref. Mais c'est vrai qu'il a fait un bon match. Il a fait un bon match, et d'ailleurs, les belles actions de Joao Félix viennent souvent de décalage de Kanté, ou même de passes en profondeur de Kanté. Donc voilà. D'ailleurs, Kanté, sur ses 4 derniers matchs, a eu 4 coachs différents, et Lampard, c'est une star de TV qui a balancé le nom au nouveau dirigeant. Oui, je sais, oui. Oui, une star de télé anglaise qui a priori était... c'est celui qui anime un late show aux États-Unis et qui faisait le karaoké car, là. Le car karaoké. Bref, il avait fait ça pour Apple, en l'occurrence. Donc voilà. Un fan de West Ham, ouais, donc il voulait, voilà, c'est pour ça qu'il voulait Lampard. Bref, donc voilà, donc je pense que ouais, Chelsea, ça sent quand même le roussi. Ils sont 64 joueurs, ils se connaissent pas, ils ont tous été recrutés il y a moins de 3 mois. Bref, enfin c'est vraiment n'importe quoi. Ils ont un coach qui a pas de culture tactique. Enfin c'est pas, ouais, ça va être compliqué pour Chelsea. Très 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 compliqué. Je pense que le Real va gentiment aller en demi-finale, probablement contre Manchester City, sauf remontada, hein, Forza Juve, sait-on jamais. Donc voilà. Alors ce match-là, justement, donc tout le monde pensait que c'était le meilleur recrutement, le meilleur match de la soirée, mais en fait pas du tout. L'autre match, Milan-Naples, a été vraiment d'une superbe intensité. Alors il y a que 1-0 à la fin, mais ça raconte absolument pas l'histoire du match. Ça a été un match avec une intensité folle, un San Siro en feu comme rarement. Le Bernabéu, c'est un stade qui est un très très beau stade de 80 000 places. Enfin, en ce moment pas 80 000 à cause des travaux, mais c'est un superbe stade. Mais c'est un stade repu de victoire. Quand vous prenez San Siro, en revanche, là c'est pas un stade repu, c'est un stade qui est en jeûne. C'est même pas du jeûne intermittent, c'est du jeûne total depuis 12 ans. Donc quand vous lui offrez un quart de finale de Champions, le stade il prend feu, mais
comme vous avez rarement l'occasion d'entendre un stade prendre feu. Donc vraiment c'était incroyable hier, l'ambiance, c'était fou. On m'a envoyé plein de vidéos directement du stade. C'était incroyable. Donc voilà. Donc c'était vraiment un super match. L'arbitre a pas fait le meilleur match du monde, honnêtement. Ça c'est le petit bémol. À un moment donné, en fait, son oreillette est tombée en panne. Et donc il avait plus l'assistance de la VAR, et c'est vrai que ça s'est vu parce que il y a quand même deux pénaltys potentiellement qui auraient pu être sifflés qui n'ont pas été sifflés. Il y a un carton rouge vraiment sévère pour Zambo Anguissa. Honnêtement, c'est complexe de le mettre le deuxième carton jaune. Autant, de temps en temps, il y a eu des fautes, il aurait dû mettre carton jaune, il les a pas mises. Là, celle de Zambo Anguissa, elle est dure. Celle de Kim aussi, juste pour contestation, il met des cartons jaunes, tu sais pas pourquoi. Lorenzo, qui est capitaine, dit Lorenzo, qui est capitaine, il va lui parler, carton jaune, c'est le capitaine. Si le capitaine ne peut pas te parler, en fait, personne ne peut te parler. Calabria, à la fin du match, capitaine, il va le voir, il parle avec lui pour comprendre pourquoi il n'y a pas penalty sur Salemakers. Il lui met carton jaune. Mais en fait, l'arbitre, il a complètement pété un plomb. Donc ça, c'est vraiment le bémol. Maintenant, honnêtement, ça a été vraiment un match super dynamique et tout. Et même à 10, quand Zambo s'est fait expulser, en fait, le Napoli a dominé Milan, donc à 10 contre 11. Et puis, Mike Maignan a fait un arrêt stratosphérique, encore une fois. Je vous dirai une petite anecdote, mais il a encore fait un arrêt stratosphérique sur une frappe de Di Lorenzo, justement, c'était à la 82e minute, je crois. Il va chercher une frappe qui part en lucarne, alors qu'il est déjà à genoux. Franchement, c'était incroyable. Et ça vaut un but. Hein. C'est exactement la même chose, ça vaut un but. Dans le jeu, tout le match, il a été super bon. Vraiment au pied, ses interventions sur les frappes de loin, etc. Mais vraiment super bon. Et ça change tout. Milan est transfiguré depuis qu'on n'a plus Tatarusanu, mais Mike Maignan. C'est pas pour en vouloir à Tatarusanu, parce qu'il est pas nul, Tatarusanu. C'est juste que quand vous avez un gardien hors norme, comme peut l'être Mike Maignan, Thibaut Courtois ou Ederson, en fait ça change tout. Alors Ederson, beaucoup plus avec les pieds qu'avec les mains, mais Mike Maignan et Courtois, c'est quasi les deux, quoi. Donc franchement, je pense que Maignan est un petit peu supérieur à Courtois avec les pieds. Avec les mains, en revanche, être supérieur à Courtois, c'est compliqué. C'est très très compliqué, je pense que c'est le meilleur à l'heure actuelle. Donc voilà. Donc non, franchement, effectivement, à la fin du match, il y a un joueur de Milanais qui a pris un jaune aussi. Je crois que c'est Calabria, comme tu dis. Heureusement, Osimhen revient pour Naples. J'ai pas l'impression que ce soit certain, parce qu'ils avaient annoncé normalement son retour là pour le match aller, et finalement il n'était pas là. Là, c'est la même chose. Il joue un peu le bluff. Oui, il sera là, mais en fait, je pense pas qu'il soit là, en fait. Enfin, je pense pas. On verra bien, mais il est possible qu'il soit pas forcément là. Donc voilà. Et c'est vrai que la suspension de Zambo Anguissa à cause du carton rouge et la suspension de Kim à cause du carton jaune, c'est compliqué. Si en plus Osimhen n'est pas là, c'est toute la colonne vertébrale qui est pas là. Après, il y a eu des matchs, il y a eu des joueurs qui ont fait des super matchs, en particulier Simon Kjær, Mike Maignan. Simon Kjær a fait un match incroyable, pas fait une faute du match. C'est simple, honnêtement, c'est incroyable. Tonali, Benacer ont fait un match digne franchement, du très très haut niveau. C'est-à-dire que je veux pas comparer, mais si on prend Benacer, Tonali, Brahim Diaz hier au milieu du terrain et qu'on les compare à Vitinha, Fabian Ruiz et Verratti, je pense que en fait on peut comparer, hein, on peut faire ce qu'on veut, mais je pense que là il y a une Ligue 1 et une Ligue 2. Honnêtement, pour moi c'est ça la différence entre les 6. Il y a une Ligue 1 et il y a une Ligue 2. Donc voilà. Franchement, c'est vraiment un Fiori class, quoi, les trois hier. Et puis à gauche, ouais, Tudor va pas être d'accord. Oui, c'est possible. Et à gauche, Leao a fait un match. Franchement, il a pas été décisif, mais alors il les a perturbés, mais un truc de fou, quoi. Et puis il est décisif quand même parce que c'est lui qui fait la passe décisive sur le but de Benacer. Donc voilà. D'ailleurs, sur le contre de Milan, il se retrouve à 5
dans la surface, hein. Donc c'est un truc qui est, en fait, vraiment le match, il était électrique. Franchement, c'était génial. Il y avait des embrouilles. Théo Hernandez, à un moment donné, il va chambrer Lozano, etc. C'était un super match. Vraiment, c'est tout ce que vous aimez dans le foot, c'est là, excepté l'arbitre. Donc voilà. Mais sinon, tout ce que vous aimez dans le foot, c'est là. Enfin, en tous les cas, moi, tout ce que j'aime dans le foot, c'était là. Donc franchement, j'ai passé en plus un bon moment parce que je suis supporter milanais. Mais voilà. En tous les cas, le truc, c'est que ce que je veux dire, c'est que ça va être compliqué pour Naples. Mais je pense qu'il n'y a que 50% du travail qui est fait pour Milan. Honnêtement, le match retour va être très, 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 très compliqué au Maradona. Et c'est vraiment pas gagné. Donc voilà, surtout si Osimhen revient. Donc ouais, ça va être une bataille épique. Et d'ailleurs, je pense que ça va être le seul match qui va être une bataille épique. Donc mon conseil... c'est pas forcément pour augmenter l'audimat de Naples-Milan, mais mon conseil, si vous avez un match à regarder la semaine prochaine, c'est vraiment Naples-Milan, parce que c'est dans ce match-là où il y a le plus de suspense. Honnêtement, Inter-Benfica, Real-Chelsea et puis Bayern-City, ça va être quand même... il va y avoir un petit peu moins de suspense. Le Naples-Milan va être fou. Donc voilà. Mais en tous les cas, il n'y a que 50% du chemin fait pour Milan, mais c'est toujours mieux que 0, parce que pour l'instant, Naples a fait 0% du chemin. Donc Milan en a fait 50, c'est déjà bien. C'est déjà un bon début. Voilà. Mais je pense aussi que, pour terminer un petit peu sur Naples, je pense aussi que Naples n'a pas réussi à gérer l'événement. Ce qui devait se passer, j'en avais parlé lundi, le Napoli a pas joué comme d'habitude parce que, très honnêtement, un quart de finale de Ligue des Champions, c'est la première fois que ça leur arrive, quasi à tous les joueurs. Et quand vous rentrez dans un San Siro en fusion comme ça, ils sont meilleurs que le Milan, ça, il n'y a pas photo. Mais il y a des genoux qui tremblent un peu et il y a des fois des passes que vous faites pas et voilà. Et Osimhen est toujours aussi important dans le jeu du Napoli parce que ça permet à la défense de jouer beaucoup plus haut que quand il y a Osimhen, parce que en fait vous n'avez pas peur de la profondeur dans votre dos et ce qui fait que le bloc est beaucoup plus haut, et si le bloc est beaucoup plus haut, vous récupérez les ballons beaucoup plus haut, et quand vous récupérez les ballons, vous faites beaucoup plus mal parce que vous êtes bien plus près de la surface adverse. Quand vous avez Osimhen, automatiquement votre défense défend plus bas, et un joueur comme Osimhen, il n'y a pas qu'Osimhen, mais quand vous avez Leao ou Osimhen, je prends ces deux joueurs là parce que c'est vraiment des joueurs dévoreurs d'espace, ou Vinicius, on peut prendre aussi Vinicius, vous êtes obligé de défendre un peu plus bas, et donc votre bloc est plus bas, et vous récupérez les ballons plus bas, et tout devient plus compliqué. Donc voilà. Et le jeu de la Juve, le jeu du Naples s'en est ressenti. Je me suis régalé sur Milan-Naples. Écoute, ça fait plaisir. Kier a failli marquer un but de malade. C'est vrai que la tête qu'il met sur la transversale, elle est incroyable. Oh, j'étais dégoûté qu'elle rentre pas. Mais bon, bref, c'est comme ça. Je pensais pas à des quarts avec des résultats aussi nets, que des victoires sans prendre de but. Ouais, c'est vrai, que des clean sheets. Il n'y a pas eu de détails. Effectivement, c'est soit tu gagnes, soit tu prends cher. Il n'y a pas de... Voilà. Donc, ouais, c'est vrai, c'est surprenant. C'est surprenant. Surtout que la Ligue des Champions nous avait habitués à d'autres choses ces derniers temps. Mais c'est une année bizarre. La Coupe du Monde a perturbé énormément de choses. Honnêtement, c'est vraiment une année particulière. Donc, voilà. Enfin voilà, c'est tout pour les quarts de finale aller de la Champions League. Et puis je vais prendre 5 minutes pour parler de l'affaire Galtier. Moi, ce que je voulais dire, c'est pas... j'ai rien contre Galtier, j'ai rien pour Galtier, j'ai pas d'amitié particulière, j'ai jamais été emballé par son jeu. La personnalité, il est quand même pas non plus super sympa. Bon match, bon quart de finale, Forza Juve qui nous dit je vous laisse, je vais voir la Juve. T'as tout à fait raison. Il y a des très bons matchs ce soir, voilà, dont un Juve Sporting qui va être très très spectaculaire. Ouais, je prends donc 5 minutes juste pour vous dire que Galtier, j'ai pas d'amitié ni d'inimitié particulière pour Galtier, mais il y a un truc que j'aimerais bien, enfin moi en tous les cas que je pense, c'est que tant que il n'y a pas de preuves sur quoi que ce soit, il faut pas oublier que on n'est pas obligé de le clouer au pilori. Il a peut-être dit les choses horribles en tous les cas, qui n'engagent que lui, mais qui sont pas terribles. En tous les cas, à mon avis, quoi. À mon humble avis, c'est pas terrible.
Il les a peut-être dit ces choses-là, et le jour où on aura peut-être les preuves de ce qu'il a dit, à ce moment-là, il sera grand temps de peut-être, voilà, c'est un délit. Enfin, en France, s'il y a racisme avéré, s'il y a discrimination avérée, c'est un délit. Donc, il sera grand temps de faire un procès pour le sanctionner. Comme la loi le prévoit. Mais pour l'instant, c'est juste un mail que j'aurais pu, moi, écrire, envoyer à n'importe qui et dire, voilà, il a dit ça. Donc, moi, demain, si je m'amuse à dire ça de n'importe qui, en fait, ça veut dire que maintenant, il n'y a plus... Enfin, la société émet tellement de jugements rapidement qu'il n'y a plus du tout aucune retenue sur rien. Et c'est ça que j'ai envie de dire, c'est que oui, peut-être que Galtier est un sale type, c'est possible, je ne sais pas, voilà. Mais avant de dire que c'est un sale type, faut des preuves, parce que si ça se trouve, il y a juste quelqu'un qui essaye de lui nuire, et il faut surtout pas l'oublier, ça. Donc voilà, parce que Galtier, il n'a pas entraîné que à Nice, et avant Nice, a priori, il n'y a jamais eu ce genre de choses. Maintenant, c'est pas parce que ça n'est jamais sorti que ça n'a pas existé. Donc voilà, mais c'est quand même un contexte particulier, et puis même les joueurs de Nice n'en ont pas parlé. Pas vraiment, là il y a des espèces de sous-entendus, mais en fait on ne sait pas réellement ce qui s'est passé. Donc tant qu'il y a personne qui parle qui parle et qui dit voilà il s'est passé ça, telle date, etc., il y a des témoins, ok, alors à ce moment-là pas de souci, prenons les mesures qui s'imposent, mais tant que c'est pas le cas, il faut pas s'emballer, quoi. Voilà, c'est tout ce que je dis. Et puis voilà, le pauvre, il a aussi une famille, etc. Imaginez si c'est faux, si le mail, il est faux. Il a reçu en une journée 5000 menaces de mort. Je sais pas si vous vous rendez compte. Enfin, c'est complètement dingo. Donc imaginez si c'est complètement faux et que le mail est faux et que c'est juste quelqu'un qui cherche à lui nuire, ce qu'il est en train de prendre dans les dents là. Honnêtement, moi ça me fait froid dans le dos. Alors, en revanche, si c'est un sale type, la justice s'en occupera, mais c'est pas en faisant des menaces de mort que ça va changer quoi que ce soit. C'est la justice qui doit régler ça, c'est pas une vendetta à le harceler, etc. C'est pas comme ça qu'on règle des problèmes dans une démocratie. Donc voilà. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'est pas mon petit coup de gueule, mais c'est juste mon avis sur cette situation. Voilà. Écoutez, je vous souhaite tous une excellente fin de semaine européenne. Ce soir, des super matchs à regarder. Et puis on va certainement en parler lundi prochain. On va aussi parler du week-end de championnat. Et puis on va repréparer les quarts de finale retour, parce que ça arrive très très vite. C'est pas comme les huitièmes, il n'y a pas 3 semaines entre les deux. C'est bam bam direct la semaine prochaine. Donc ça, c'est une super nouvelle. Ça a été encore un plaisir de passer ce temps-là avec vous. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des petits pouces sur YouTube, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast si ça vous a plu. Et puis à suivre Buonasera Calcio sur Twitter et sur Instagram. Voilà, écoutez, une très très bonne soirée et n'oubliez pas, ciao les gars, ciao ciao.